chronique financière avec Michel-Olivier Marcoux. Salut. Bonjour. Donc, on parle d'un sujet qui va toucher beaucoup de jeunes parents parce que c'est vraiment, quand on est jeunes parents, pour en connaître quelques-uns, beaucoup de choses changent dans la vie. Et les finances aussi est un aspect à absolument pas négliger. Exactement. En fait, quand on devient parent, oui, en plus des heures de sommeil qui diminuent un petit peu, il y a beaucoup de changements au niveau financier. Il faut faire attention. Les folies financières sont peut-être un peu moins recommandées parce que faut quand même s'occuper de notre enfant. Il faut avoir un fonds de prévoyance, un fonds d'urgence pour les imprévus, mais il y a aussi des incontournables qui sont super importants. On pense pas toujours au début. Là. Non, c'est ça exactement. Puis vous allez voir comment c'est super avantageux, mais c'est aussi important de se protéger là-dedans parce que s'il nous arrive quelque chose, on ne veut pas non plus laisser notre conjoint, notre conjointe et notre enfant dans l'embarras, surtout financier, en plus s'il y a un deuil, tout ça. Donc, le premier incontournable pour les nouveaux parents que je vais vous parler, c'est le régime épargne-études, le REE, qu'on entend beaucoup parler, mais que pas tant de gens, ou pas assez de gens, en tout cas, l'utilisent. Un REE... C'est très avantageux, mais les gens passent un petit peu à côté? Ils passent un petit peu à côté, malheureusement, par manque de connaissances et aussi parce que, dans le fond, probablement qu'ils mettent pas assez d'argent de côté, mais comme vous allez voir, c'est super avantageux. D'accord. Un REE, en fait, c'est un petit peu comme un REER, un CELI, c'est un compte dans lequel on investit. OK? C'est un peu comme je disais, un REER et un CELI. Donc, tout ce qui est à l'intérieur du REE... L'impôt est reporté. L'impôt est reporté, exactement. OK? Le gros avantage du REE, c'est les subventions que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec vont apporter. Donc, par exemple, le maximum qu'on peut cotiser par enfant par année est de 2 500 et le gouvernement va te donner jusqu'à 30 en fait, minimum de 30 dans le REE. Donc, si on met 2 500 par année, c'est quand même 750 qui est investi, qui est ajouté par le gouvernement sans qu'on ait à rien faire. Et quand tu dis un minimum de 30 ça peut fluctuer selon certaines conditions? Exactement. Si une famille a un salaire moins élevé, un revenu familial moins élevé, ça peut jusqu'à 40 de subventions, donc c'est quand même énorme. C'est rare que le gouvernement nous fait des cadeaux, nous donne des sous, donc pourquoi pas en profiter au maximum. Et même dans certains cas, je recommande à certaines personnes de cotiser au REE avant même leur REER parce que c'est super avantageux parce qu'ils donnent un gros montant. Ils donnent un 30 qui va servir plus tard lors des études. Les études des enfants, exactement. Donc c'est important de le mentionner, c'est pour les études supérieures des enfants. Ouais, c'est pas pour le secondaire. C'est pas pour le secondaire, c'est toujours post-secondaire. Donc cégep, universitaire et même DEP. Tant que c'est post-secondaire, tant que c'est après l'école secondaire. Un autre désavantage, c'est la flexibilité du régime épargne-études parce que quand vient le temps de retirer les sous, l'argent peut être probablement retiré dans le compte bancaire de l'enfant ou du parent. Okay? Pourquoi on peut faire les deux? Parce que souvent, les enfants vont habiter à la maison des parents et ils vont payer déjà, les parents vont déjà payer pour le loyer, les dépenses, l'université, tout ça. Donc, même si l'argent est retiré dans le compte du parent ou de l'enfant, c'est toujours l'enfant, toujours l'étudiant qui est imposé. Ça, ce qui est bien, c'est que souvent les étudiants... C'est à son nom. C'est à son nom. C'est papa, maman qui investit dans le fond. C'est l'enfant, le bénéficiaire, dans le fond, qui va être imposé. Quand on est étudiant à l'université, au cégep, par exemple... On fait pas beaucoup d'impôts. Exactement. Donc, c'est pas grave qu'on soit imposé parce qu'on n'en paiera probablement pas. Donc, c'est vraiment beaucoup plus avantageux. C'est un bon coup de pouce. Exactement. Donc, l'enfant a 30 de plus d'argent pour aller à l'école. L'enfant est imposé, mais pratiquement pas imposable parce que de toute façon, en plus... Ça fait moins que le montant. Exactement. Minimal. Plus l'enfant a déjà des déductions pour tout ce qui est dépenses scolaires, fait que ça diminue encore plus le revenu imposable. Donc, c'est super avantageux pour ça. Une autre façon, un autre avantage, en fait, c'est que si un enfant, on n'est pas sûr qu'il va aller à l'université, quelque chose comme ça, il y a des options. Par exemple, si on a plus qu'un enfant, on peut avoir un régime d'épargne-études familial, donc on peut avoir plus qu'un bénéficiaire. Donc, si jamais un enfant va à l'école plus longtemps que l'autre, on peut redistribuer exactement les retraits. Donc ça, c'est quand même super avantageux. Et si jamais aucun des enfants ou on a juste un enfant puis il va pas aller faire des études postsecondaires, ça peut être selon certaines conditions, ça peut être transféré dans un REER sans qu'il y ait trop de pénalités. Mais ça dépend toujours des cas. Est-ce que les conditions sont déterminées à la signature au départ ou ça peut être renégocié en cours de route? En fait, c'est pas de le négocier, c'est tout dépendant quand vient le temps de transférer du régime épargne-études vers le REER. Si ça fait un certain nombre d'années et tout ça, mais c'est vraiment par cas spécifique. Ouais. Il y a des frais qui s'entourent de ça. Il peut y avoir des frais, mais ça se peut qu'on peut se garder les subventions des fois. Donc, c'est quand même à vérifier, mais ça vaut quand même la peine de mettre de l'argent dans un régime épargne-études parce que, encore une fois, c'est le 30 qui nous est donné, 750 par année. On l'a pas ailleurs dans un CELI ou un autre Exactement. truc. Il y a beau avoir des avantages fiscaux importants dans le régime, dans le REER puis dans le CELI. On se fait pas donner de On se fait pas donner. C'est le seul avenir. C'est le seul, exactement. D'accord. Donc, ça, c'est le REE.
qui est très important. L'autre incontournable, c'est surtout au niveau de l'assurance pour protéger sa famille. Parce que quand on n'a pas d'enfant, oui, c'est sûr que si on a des responsabilités financières, c'est important de protéger notre conjoint, tout ça. Mais quand vient le temps, quand on a des enfants, bien, si jamais il nous arrive quelque chose, bien, il y a un fardeau plus important parce qu'il faut quand même que l'enfant puisse se nourrir, qu'on puisse avoir les moyens pour faire vivre l'enfant. Il faut qu'il y ait la continuité de ce qu'on a commencé. Exactement. On amène un enfant à maturité. C'est ça. Puis un enfant, mais ça prend moins de 18 ans, 20 ans avant qu'il soit, qu'il soit financièrement apte à subvenir à ses besoins. Donc, c'est important de pouvoir probablement pas laisser notre conjointe dans le deuil, premièrement, et sans sous, sans moyen pour avoir un deuxième revenu. C'est quand même important dans un couple quand on a un enfant. Quel type d'assurance serait privilégié? Nouveaux parents, les deux, c'est le premier enfant. On n'a pas nécessairement un établissement, peut-être pas nécessairement rendu à avoir la maison. On est encore à l'étape d'être dans un logement. Un logement, c'est ça. Ça serait quoi la première option, moi, je pense que c'est une assurance vie temporaire. Okay? L'assurance vie temporaire, c'est si en cas de décès, notre conjointe, ou si les deux décèdent, en fait, la personne qui va s'occuper de l'enfant va recevoir un montant pour subvenir aux besoins, exactement, pour pouvoir payer sur les études éventuellement, quelque chose comme ça. La temporaire, comme ça le dit dans le nom, c'est sur un certain nombre d'années. Donc, ça peut être 10, 20, 25 ans, 30 ans. Et l'avantage, c'est que c'est peu coûteux. Donc, les nouveaux parents, ils n'ont pas beaucoup de sous, qui ont un fardeau de plus, exactement, à gauche, à droite. Les garderies, les couches, la nuitée. Donc, tout ça, c'est quand même important de garder le coût le plus bas possible. Et des assurances temporaires, 10, 20 ans, c'est pas très cher, surtout quand on est jeune, qu'on est en santé, c'est quelque chose qui peut revenir très peu par mois. Ajouter à notre portefeuille d'assurance par la suite. C'est ça. On peut toujours, par exemple, extensionner notre 10 ans à 20 ans. Ce qui est bien dans ce type d'assurance-là, c'est que souvent, les parents vont avoir un fardeau financier sur les enfants pendant 20-25 ans environ. Donc, si on prend une assurance temporaire pendant 20-25 ans, le jour qu'ils sont aptes à subvenir à leurs propres besoins, on n'a pas besoin de payer d'assurance nécessairement pour ça. Ils vont pouvoir voler de leurs propres aides. Fait que ça, c'est le premier, le plus important selon moi. C'est important aussi de peut-être regarder des fois avec notre employeur, on pourrait avoir déjà des assurances vie, invalidité, maladie grave. Fait que peut-être regarder avec ça, mais de quand même des fois combler nos besoins si jamais on en a pas assez pour être sûr qu'on ne laisse pas justement nos enfants, notre famille dans des problèmes, dans le trouble un petit peu. Puis le trouble, le problème que personne ne souhaite, c'est vraiment c'est un décès d'un des parents. Oui, exactement. Là, on arrive avec une pièce de papier qui est excessivement cruciale. Oui, le testament, qui est le troisième incontournable selon moi parce que justement, ça peut éviter d'avoir des problèmes qui s'occupe des enfants. On veut vraiment que la personne dans laquelle on a plus confiance s'occupe de nos enfants. On veut qu'elle soit au courant avant. Là. On veut pas qu'elle découvre ça à la lecture du testament. Puis que ça soit moins compliqué parce que s'il n'y a pas de testament, il peut y avoir des chicanes de famille. Les deux familles se chicanent. La famille de la personne qui est décédée, la famille du parent qui reste. Impliqués, puis exactement. Là, donc, un testament, c'est le troisième incontournable. Ça coûte pas si cher que ça d'aller voir un notaire. Ça vaut la peine. On s'évite des trous. Puis si jamais il y a quelque chose qui change dans la situation financière, dans la situation familiale, on peut toujours retourner voir le notaire éventuellement pour changer ça. Écoute, Michel-Olivier Marcoux, c'est tiré de ton livre en passant la chronique d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver de l'information là-dessus. Donc, écoute, la collection Comment notaire. Donc, on va aller voir ça. Investir pour assurer son avenir. Un guide aux jeunes investisseurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.